Bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde sur de la journée Foodtech qui portera sur la Dark Kitchen. Je suis Marc Lamy, je suis l'animateur de la commission Foodtech et aussi le fondateur du regroupement Doseur, qui est un regroupement d'experts et d'outils pour accompagner les professionnels du CHR et de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de la Dark Kitchen sur cette table ronde. On a 1 heure pour en discuter avec nos intervenants et aussi pour débattre tous ensemble. Donc par la suite, le public, que ça soit dans la salle ou en live, pourra poser ses questions. Et pour commencer à vous intégrer dans ce débat, j'aimerais vous poser une question à vous tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un dimanche soir de vous retrouver dans votre canapé devant Capital et à vous dire là, j'ai aucune envie de me faire de la cuisine, je vais aller sur la plateforme Uber Eats Deliveroo et me commander mon burger favori. Moi personnellement, ça m'est arrivé encore dimanche dernier. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Bon, je suis ravi de voir que ça participe. Je vous rassure, on n'est pas les seuls. En France, il y a vraiment un marché qui se développe. Et en 2024, la livraison à domicile pourrait atteindre 19% du marché de la restauration commerciale, ce qui représente plus de 10 milliards de chiffre d'affaires en France. La période Covid a forcément accéléré ce phénomène. On s'est tous fait livrer des plats chez nous. Et entre 2018 et 2020, il y a eu une augmentation de 47% de livraison en France. Il y a eu plus de 7 commandes sur 10 sont passées sur Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat. Donc c'est vraiment un marché en pleine exploitation. Et dans ce sillage, on découvre depuis peu de temps, depuis quelques mois, une nouvelle mode qui est, une nouvelle tendance plutôt, qui est la Dark Kitchen, aussi appelée la Cloud Kitchen, qu'on peut traduire par la cuisine fantôme. C'est un nouveau marché qui se développe, qui est encore très petit, mais qui est très prometteur. Et aujourd'hui, on compte que 400 cuisines Dark Kitchen en France qui sont implantées essentiellement dans les grandes villes comme Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Mais voilà, c'est un marché qui est en plein développement. Et justement, c'est la question sur laquelle on va s'interroger aujourd'hui avec nos invités. Dark Kitchen, est-ce un effet d'aubaine dû à la pandémie ou une vraie tendance de fond? Pour répondre à cette question, nous avons donc 4 invités. Ce sont les pionniers de la Dark Kitchen à Toulouse, en Occitanie. C'est eux qui nous montrent la voie où aller. Et pour commencer, je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par toi, Eric, qui est le cofondateur directeur des opérations de Popa Food. Oui, bonjour à toutes et tous. Eric Descargues, donc cofondateur de Popa Food. Alors Popa Food, c'est un restaurant multimarque qui a vocation d'avoir vraiment pignon sur rue et qui derrière va opérer des cuisines, donc des dark kitchen complètement optimisées pour de la livraison à domicile et de la vente à emporter. D'accord ? Donc nous, on se positionne plutôt opérateur de cuisine, on n'est pas restaurateur. On accueille dans nos structures, nos locaux, des restaurateurs qui vont pouvoir tester des nouvelles marques, qui vont pouvoir expandre leur activité déjà actuelle, voilà, qui vont pouvoir tester des choses sur un modèle vraiment de dark kitchen. Alors ghost kitchen, cloud kitchen, on peut en sortir pas mal des synonymes sur le sujet. Voilà, donc Popa Food, c'est pourquoi Food Tech? Parce que nous, on vient du monde de la tech. Je suis aussi cofondateur du groupe DocDoku à la base. Et on développe toute la solution logicielle qui accompagne les opérations de cuisine dans ce projet, de la création de l'offre jusqu'à la diffusion de l'offre sur les plateformes existantes et sur notre canal de communication, Popa Food, appli mobile et borne de commande sur place à emporter. Merci Eric. Je vous présente maintenant Félix, qui est le cofondateur de Foodie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Félix Furio, un des cofondateurs de Foodie, donc qui est le premier restaurant virtuel d'Occitanie.
Nous avons ouvert en décembre dernier et nous opérons à l'heure actuelle 10 marques sur les différentes plateformes de livraison, que ce soit Uber Eats, Just Eat, Deliveroo ou Rocket Delivery récemment. Donc nous avons ouvert en décembre dernier, on a vu pendant le deuxième confinement, donc on a vu une forte demande lors du deuxième confinement et la croissance n'a fait qu'augmenter depuis. Nous avons lancé notre phase d'expansion aujourd'hui sur différentes villes, d'abord du sud-ouest, que ce soit Montpellier, Bordeaux et prochainement Pau également. Merci Félix. Ensuite, Sophie, cofondatrice de Terroir Club. Oui, bonjour, merci Marc. Donc, je suis Sophie Bricler, cofondatrice de Terroir Club. Donc, je porte ce projet avec mon associé Thomas Robert, qui est ici présent, mais que je représente pour un petit peu de diversité, n'est-ce pas? Et donc, en fait, je vais parler peut-être plus de la jeunesse de Terroir Club, puisque le projet en fait, va ouvrir en début d'année. Mais donc, Terroir Club, en fait, c'est un projet qu'on porte et qui a vocation à devenir la première offre de restauration locavore 100% digitale. En fait, Thomas et moi, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années sur les bancs de l'école à Toulouse. On a quelques points communs, notamment le fait qu'on adore la bonne bouffe, les bons produits du terroir et de notre terroir occitan. Et surtout, on avait tous les deux vraiment l'envie de porter un projet food tech, enfin un projet en tout cas autour de la food qui serait innovant. Et en fait, on a eu cette idée en constatant des tendances assez clés sur le marché de la restauration qui existaient avant la crise du Covid, mais qui ont été véritablement accélérées par celle-ci, qui sont premièrement évidemment l'explosion de la livraison. Tout le monde en parle, comme le disait Marc. On sait que d'ici environ, on estime que d'ici 3 ans, le marché de la livraison de repas va doubler, voire même tripler. Donc c'est vraiment un marché qui n'est pas du tout arrivé encore à maturité. Donc on a cette première tendance de fond. Et d'un autre côté, il y a une deuxième tendance de fond qui est très forte également. C'est que les citoyens aujourd'hui, ils souhaitent consommer de plus en plus responsable et surtout de plus en plus local. Il y a vraiment cette envie des consos de consommer des produits qui viennent de près de chez eux et notamment une envie de promouvoir sa région, son identité culturelle et de vraiment être solidaire avec les petits producteurs et favoriser également les circuits courts. C'est une tendance qui est très forte en Occitanie, ce qui est assez logique puisque l'Occitanie, c'est la première région agricole de France qui bénéficie d'un terroir en fait, culinaire qui est assez exceptionnel, extrêmement riche. Et donc, ce qu'on s'est dit avec Thomas, c'est qu'on avait envie de rebondir sur ces deux tendances et de proposer une offre qui allait démocratiser le locavorisme, donc cette envie de consommer régional, au plus grand nombre, via une offre de restauration vraiment pensée et optimisée pour la livraison. Donc très concrètement, Terroir Club, c'est un laboratoire de plusieurs marques virtuelles, donc de différents concepts culinaires, qui vont être plus précisément des marques de street food, dont l'engagement sera de s'approvisionner uniquement en Occitanie. Voilà. Merci Sophie. Et enfin, on a Vincent, cofondateur et président de Applicoli. Merci Marc. Donc Vincent Monteil, cofondateur d'Applicoli. Donc Applicoli, nous on est une plateforme coopérative nationale qui proposant des services de livraison écologique. Et on a deux principaux services, donc la livraison à la demande, donc du course à course, de la livraison express, et également de la cyclo-logistique en milieu urbain. Donc là, pour transporter avec des vélos cargo, des vélos remorques de 0 à 300 kg pour les particuliers et les professionnels en ville. Et on est aujourd'hui dans un peu plus d'une vingtaine de villes où on travaille avec des entreprises locales au sein de notre réseau qui font justement de la cyclo-logistique. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'alimentaire, mais également de la restauration. La restauration, donc, on essaie de proposer un modèle différent justement aux plateformes qui travaillent avec des entrepreneurs ou certaines commencent aussi à avoir des salariés. On essaie justement d'avoir une offre différenciante pour les restaurants sur ce secteur de la restauration. Merci Vincent. Donc vous l'avez compris, on a une table très diversifiée avec tous les acteurs qui peuvent composer aujourd'hui ce nouveau phénomène de la dark kitchen, de la livraison, avec des opérateurs de cuisine, des marques de type de dark kitchen, mais aussi la livraison. Alors on va commencer avec une question très basique que je vais poser à Eric. C'est Eric, est-ce que tu peux nous parler de la Dark Kitchen? Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire de la Dark Kitchen et nous en dire un peu plus sur ce phénomène? Alors l'histoire, j'aurais peut-être pas la prétention de vous tracer l'histoire des Dark Kitchen. Bon, en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Hein. Si vous regardez Cloud Kitchen, vous tapez cloudkitchen.com sur votre navigateur.
c'est eux qui ont démarré. Ils ont à peu près 40 sites aux États-Unis, donc 40 hubs de cuisine, comme nous on est en train de monter. Donc 40 sites, vous imaginez le temps de déployer tout ça. Ça veut dire qu'ils ont peut-être au moins 15 ans d'avance, 10-15 ans d'avance. Bon, effectivement, les Américains consomment un peu différemment de nous, c'est évident. Donc la Dark Kitchen, bon voilà, un mot anglicisé ou anglicisme qui vient de là-bas. Le mot dark fait un peu peur parfois, ça vous avez tous remarqué. Pas en B2B, en B2C surtout. En B2B ça va, mais en B2C, le dark, ça fait un peu peur. Donc Dark Kitchen, Cloud Kitchen, Marc a dit, Ghost Kitchen. On s'arrête là sur les synonymes. En français, cuisine virtuelle, restaurant virtuel, restaurant digital. D'accord ? On est vraiment dans le restaurant, la cuisine qui n'a pas de salle, qui n'accueille pas de public assis, qui viennent manger assis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une salle d'accueil pour retirer des plats à emporter ou à livrer. En tout cas, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de service. C'est ça le modèle Dark Kitchen. Alors, nous, on discute avec beaucoup de restaurateurs, évidemment, qui sont en train de monter dans l'aventure avec nous. Et ils me disent, mais oui, mais Dark Kitchen, quelque part, c'est les labos. C'est ce qu'on appelle finalement les labos de cuisine. Et ça fait des décennies que ça existe. Les traiteurs travaillent dans des labos. Certaines cuisines centrales sont des modèles de labos, en fait. Voilà. Donc, on a juste, évidemment, repackagé tout ça, remarketé, comme on aime bien le faire, pour appeler ça Dark Kitchen, Ghost Kitchen ou Cloud Kitchen. Donc, il faut quand même retenir une chose, c'est qu'effectivement, ces cuisines virtuelles, elles permettent quand même, elles donnent vraiment un effet de levier aux entrepreneurs de la restauration de démarrer des choses rapidement avec le risque minimal. Parce qu'il n'y a pas tout ce que vous avez à faire quand vous ouvrez un restaurant, tout l'investissement que vous avez à faire quand vous ouvrez un restaurant, c'est-à-dire monter une salle, embaucher beaucoup de personnes pour faire le service, la cuisine, etc. Vous démarrez quand même avec un niveau minimum d'investissement qui est quand même bien plus faible que si vous deviez ouvrir un restaurant avec pignon sur rue en ville. Super, merci beaucoup. Alors, voilà, une Dark Kitchen, c'est ça, c'est vraiment un restaurant sans service, sans table, où on ne fait que venir récupérer son plat, où on donne le plat, enfin le restaurateur donne son plat aux entreprises de livraison. Alors, on a Félix qui est le cofondateur de Foodie, qui est la première Dark Kitchen en Occitanie, comme il nous l'a présenté. Moi, quand je suis allé sur le site Foodie, il y a la marque Foodie. Mais à l'intérieur de Foodie, il y a plein de marques. Et je dois choisir quel produit, quelle marque je veux. Et chaque marque correspond à un type de cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ce concept de multimarque dans une marque et comment vous choisissez ces marques en fait? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a 10 marques virtuelles présentes chez Foodie. Donc, ce sont des marques issues de cuisines de différents types et de différentes régions du monde, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique ou que ce soit même l'Europe. Donc, mes associés et moi-même sommes issus de la restauration traditionnelle. Donc, on crée ces marques à peu près de la même manière dont on pourrait créer un restaurant traditionnel, à savoir on fait d'abord une étude de marché local, savoir ce qui plaît sur le marché. Une fois que ça c'est fait, on fait également une veille sur toutes les tendances mondiales de la restauration. Ça, c'est extrêmement important également, car on peut proposer de nouvelles offres qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, et notamment sur la région de Toulouse, quand on a ouvert en décembre. On est arrivé avec une offre qui n'existait pas vraiment sur la région de Toulouse, où les Toulousains n'avaient pas forcément l'habitude de manger ce type de cuisine. Donc cette offre-là en particulier, donc, ce sont les sando. C'est un sandwich japonais à base de pain de mie, de viande et de légumes. Une fois que ça c'est fait, on fait des tests comme on pourrait le faire dans un restaurant traditionnel et on adapte évidemment les recettes à de la livraison, donc à savoir que le produit va être transporté entre 10 et 30 minutes grand maximum, donc pour des raisons de température, de maintien, pour que lorsque le produit arrive dans le lieu de consommation, ils soient encore intacts et agréables à consommer. Super, merci Félix. Alors justement,
Sophie, tu nous parlais tout à l'heure dans ta présentation, ton introduction, le fait que vous vouliez avec Terroir Club mettre les produits locaux en avant. Est-ce que c'est possible, oui, avec la Dark Kitchen, justement de mettre l'accent sur la qualité, sur les produits du terroir? C'est compatible, à ton avis? Je pense oui, Marc. En fait, effectivement, la question c'est est-ce qu'on peut produire de la qualité en ayant un modèle Dark Kitchen? En fait, je ne sais pas si cette question est véritablement pertinente, dans le sens où peut-être finalement est-ce qu'on peut se poser la question de la qualité d'un plat en fonction de son mode de distribution, ou alors est-ce qu'on peut se dire est-ce qu'un plat est de meilleure qualité parce que je mange à table plutôt qu'en livraison? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est nous on a plus tendance à se dire est-ce que je suis face à un bon ou un mauvais restaurateur, un bon ou mauvais restaurant. Finalement, un restaurant, c'est porté par un restaurateur qui prend en fait des décisions, notamment en termes de sourcing, de qualité des plats, etc., qui sera retranscrit dans ce qu'il produit, que ce soit en livraison ou s'il a un resto traditionnel. Nous, par exemple, effectivement, avec Terroir Club, l'idée, c'est d'avoir vraiment une exigence très forte quant au sourcing et à la sélection de nos produits, puisqu'on a vraiment un engagement sans compromis qui va être de proposer des produits qui viennent 100% de notre région, avec une sélection vraiment scrupuleuse de nos partenaires, des producteurs locaux. On va travailler beaucoup avec le Mine, justement, tu en parlais en introduction tout à l'heure, pour assurer vraiment cette qualité-là et faire en sorte que la cuisine qu'on propose reflète cette exigence qualitative et gustative, et puis de responsabilité qu'on veut porter. Donc la qualité, c'est compatible complètement. Après, la question peut-être sous-jacente, c'est de se dire, effectivement, quand on a un modèle Dark Kitchen, le principe, c'est qu'on a notamment un modèle de distribution 100% digital, ce qui veut dire que nos offres sont disponibles. C'est le cas pour Foodie ou pour Fafood. Les offres sont disponibles soit sur les applications de livraison, Deliveroo, Uber, Just Eat, ou potentiellement via des partenaires comme Applicoli, soit en click and collect, mais donc via le digital. Donc le point, c'est que si on est très dépendant des plateformes, surtout, donc en général, les plateformes représentent la plus grande partie du business. Si on est très dépendant des plateformes, il y a ce sujet des 30% de commission, qui est à peu près ça. Donc, est-ce qu'on peut faire de la qualité avec ces commissions-là qui sont appliquées par les plateformes, qui viennent forcément rogner sur les marges? Donc, dans le modèle Dark Kitchen, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, en tout cas, on a ce business model qui est à la base de Terroir Club. Pour que ce soit possible de concilier qualité et ce business model-là, l'idée, c'est de prendre en compte dès le départ certaines contraintes et certaines forces du modèle pour pouvoir justement optimiser la production. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc dans le modèle Dark Kitchen, effectivement, l'idée c'est de ne pas forcément être en emplacement numéro 1. Donc on va économiser un certain nombre de charges en étant sur ce positionnement-là. L'idée c'est aussi d'optimiser au maximum les différents ingrédients pour les différentes marques qui sont produits. Donc on a des vraies économies d'échelle. Et puis l'autre point qui est important pour être rentable malgré notamment cette dépendance vis-à-vis des plateformes, c'est de vraiment générer du volume et de la rapidité. Et donc c'est pour ça notamment que le modèle se base sur effectivement de la production uniquement, sans service, sans salle. L'idée d'être très porté sur le digital et la collecte de la data pour optimiser l'expérience client en continu, ainsi que les produits en fonction des feedbacks clients, et également l'organisation en restaurant, etc., pour assurer ces volumes, et surtout d'être organisé de manière optimale pour produire les différentes marques. Donc, il s'agit de l'organisation en cuisine, l'optimisation du staff, etc. Donc oui, la qualité est possible avec ce modèle-là, selon moi. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va s'atteler à faire. C'est la priorité, mais pour ça, ça génère un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre, à mon avis, dès le départ. Et c'est ce qui est notamment les critères de développement d'une cuisine virtuelle. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Donc justement, c'est intéressant ce que tu disais sur tous les coûts, les frais de structure d'un restaurateur. On y viendra un peu plus tard aussi, on fera un petit point sur ça. Mais avant, on a vu en introduction que donc, la livraison se développait énormément depuis 2018. Moi, je me souviens encore en 2014-2015, quand les premières marques, les premiers coursiers en vélo qui étaient à l'époque donc Deliveroo et Foodora, si je me trompe pas, c'était Foodora. On les voyait dans les rues, on était assez intrigués par ces gens avec des sacs à dos énormes. Dans l'année qui a suivi, je crois que Foodora a fait faillite. Et pourtant, on voit que le modèle perdure. Il est toujours là. Moi, j'ai une question à poser à Vincent. À ton avis, quel est l'avenir de la livraison urbaine
en France. Est-ce que c'est viable? Est-ce que les entreprises peuvent continuer à faire de la livraison à vélo comme on le voit? Alors c'est sûr que il y a les modèles avec des plateformes justement avec des auto-entrepreneurs et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi d'autres modèles avec des salariés qui se développent sur la situation vraiment des livreurs. Point de vue économique pour le restaurant, c'est sûr qu'avoir un salarié payé à l'heure, forcément ça va avoir un coût fixe beaucoup plus important. Mais ça va pouvoir aussi amener d'autres avantages. Nous, c'est aussi ce qu'on propose. On propose des livraisons en course à course, donc à la demande, où on vient, on fait une livraison, mais également de la mise à disposition auprès d'un restaurant. Et la mise à disposition d'un livreur à l'heure auprès d'un restaurant ou d'une dark kitchen ou autre va permettre aussi d'autres avantages en termes de services proposés, puisque justement le coursier va pouvoir être aussi équipé en fonction du restaurant, par exemple. Il va peut-être mieux connaître les process et avoir une certaine relation aussi avec les restaurants que une personne qui change pour chaque livraison n'aura pas, on va dire, cette relation-là aussi de proximité de local. Donc voilà, donc ça dépend aussi de la rentabilité des plats, du type de service aussi qu'on souhaite proposer. Voilà. Et après également de toute l'organisation de livraison, à savoir justement si on part avec une livraison, si on part en tournée, si on a un rayon aussi de livraison vis-à-vis du restaurant qui est très proche ou si on vise peut-être toute la ville. C'est sûr qu'envoyer un coursier à 5 ou 7 km du restaurant, le faire revenir, ça va prendre un certain temps pour une livraison. Est-ce qu'il y a de la rentabilité derrière? Voilà, c'est la question avec des modèles salariés, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, il y a d'autres alternatives avec de la livraison en tournée, avec justement une zone plus restreinte qui va nous permettre aussi d'optimiser les déplacements et vraiment passer l'organisation des livraisons comme une réelle activité importante pour le restaurant justement qui a aussi à prendre en compte mais qui va dépendre des typologies de restaurants, de marques qui sont proposées. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, justement, Sophie, tu parlais de coûts de structure d'un restaurant. Pourtant, quand on voit les prix sur les plateformes, bien souvent, on se dit waouh, je préfère aller me le chercher moi-même que me le faire commander, que me le faire livrer. J'ai une question à Eric sur les plats préparés dans les dark kitchen, sont-ils moins chers que les autres? Est-ce que ce coût, comment ça se fait que quand on va sur les plateformes, ça nous coûte beaucoup plus cher? Alors que Sophie disait justement il y a des coûts de structure en moins. On a vu que la Dark Kitchen, c'était un restaurant qui n'avait pas de salle, pas de serveur. Donc tout ça, ça devrait se déduire des charges et on devrait, nous, en tant que consommateurs, le retrouver sur le prix final. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui. Comment on explique cela? Alors déjà, tout simplement, il faut... le consommateur qui est sur son canapé, qui n'a qu'à appuyer sur un bouton et on sonne à sa porte, il réceptionne son repas. Forcément, il faut qu'il ait conscience que ce service-là, c'est quand même du luxe. Hein. Vous êtes sur votre canapé, vous appuyez sur votre téléphone et on sonne, on vous apporte presque sur votre table basse de salon le repas. Donc, il faut que le consommateur ait conscience que ce service-là doit avoir un coût. Ça, c'est inévitable pour payer évidemment les livreurs et pour payer le développement des plateformes qui servent à orchestrer la logistique de ces livraisons. Il faut que le consommateur aussi il ait en tête qu'aujourd'hui, quand vous achetez un plat à livrer là, sur les plateformes existantes, les 30%, ce n'est pas pour le restaurateur, c'est pour les plateformes. Donc deux choses à retenir très importantes. Donc il va y avoir évidemment, pour moi, la bataille à court et moyen terme, c'est redonner des marges aux restaurateurs. Comment on fait? Est-ce qu'on n'essaie pas de développer plus la vente à emporter? C'est un sujet que nous, on va essayer de traiter avec des restaurants qui ont pignon sur rue. Donc, on va inciter les gens à venir chercher la vente à emporter. Donc, réduction des commissions forcément pour les restaurateurs et donc augmentation des marges. Donc, on verra que peut-être en termes de qualité, de produits et de confort de travail, on pourra aussi peut-être détendre un peu le stress à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier point. J'ai envie de dire, le consommateur doit avoir conscience que forcément, ce service-là a un coût. Ensuite,
La Dark Kitchen, c'est quand même un modèle super efficace, comme je le disais tout à l'heure, pour tester des choses avec un risque minimal. Nous, on a des gens qui démarrent, ils investissent pas 200 000 € dans un restaurant avec des travaux qui durent 8 mois, avec acheter un bail, etc., qui demandent des investissements et des choses auxquelles ils n'auraient jamais accès si ce modèle de Dark Kitchen, alors en location, comme nous on le propose, leur permettait de rapidement tester et dérisquer leur projet d'entrepreneuriat de restaurateur, en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu en partie à la question. Peut-être que les autres collègues ont des éléments. Enfin, moi, ce que je vois vraiment de pertinent dans ton offre, c'est en effet, c'est le dernier point que tu as soulevé, c'est que ouvrir un restaurant, ça demande beaucoup de frais pour acheter le fonds de commerce, pour acheter tout l'équipement. Et un équipement de cuisine professionnelle, c'est un gros billet. Et toi, tu proposes une solution clé en main, justement, avec alors je ne sais pas s'il y a un engagement ou sans engagement, mais quoi qu'il en soit, c'est une solution clé en main avec une mensualité. Et pour ceux qui veulent se lancer dans la Dark Kitchen, c'est vraiment qui ont un concept, mais qui n'osent pas franchir encore le pas et faire un prêt à la banque, etc. Ils peuvent tester le produit chez Popa Food. Merci en tout cas. Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Effectivement, l'idée c'est vraiment de se dire, on sait qu'il y a des projets, des entrepreneurs, il y en a partout, même dans la salle. Il y en a partout, il y en a là, il y en a partout. On a tous, moi, on croise des gens qui ont des idées magnifiques. Et effectivement, ce modèle-là va permettre, ils vont pouvoir le tester. Et ils vont pouvoir aussi donner l'opportunité aux consommateurs de goûter ce type de cuisine. Ce que tu disais tout à l'heure, quand vous avez démarré avec votre marque japonaise, c'est vrai qu'on est un peu... c'était une offre qui n'existait pas, ça a cartonné, parce que c'est bon et parce que ça différencie, ça change un petit peu de ce qu'on mange tout le temps. Les burgers, les pizzas, c'est bien, mais j'ai rien contre, mais à un moment, il faut aussi être capable de se renouveler. Et là, ça permet de se renouveler, de faire venir... Nous, on a des restaurateurs qui ont des restaurants en Guadeloupe, à Paris, mais qui ne veulent pas réouvrir des restaurants partout. En termes d'investissement, c'est impossible. Par contre, ils ont déjà un savoir-faire. Ils ont déjà... ils veulent le faire connaître, premièrement dans des villes de métropole, mais aussi le tester. Peut-être que ce concept culinaire ne marchera pas à Toulouse, peut-être qu'il marchera à Lyon, peut-être qu'il marchera à Marseille, on ne sait pas. C'est ça l'entreprise, on teste des choses. Mais en tout cas, nous on propose un modèle qui diminue le risque avec juste 6 mois d'engagement sur la location du box. Donc voilà. Très bien. Alors, Félix, tu travailles pour le groupe All for You, qui est très connu à Toulouse pour ses multiples enseignes de renom, Mabi sur le toit, la compagnie française, l'Envol. Je crois que ton parcours a été dans la compagnie française. Ton poste était directeur. Oui, tout à fait. Ouais, j'étais directeur de la compagnie française. Super. Donc vraiment, tu étais sur le terrain, tu as connu la restauration traditionnelle. Pour toi, est-ce que la Dark Kitchen est une menace pour cette restauration traditionnelle? Depuis que tu as ouvert Foodie, est-ce que, le développement de la Dark Kitchen, est-ce que tu vois un contraste, enfin le contraste il y est, mais est-ce que tu vois une menace pour ces restaurants où tu as fait tes armes? Alors, je ne vais pas parler uniquement au nom de Foodie, mais au nom des différents restaurants qui sont présents sur les plateformes, parce qu'aujourd'hui, les concurrents, ce n'est pas forcément que les Dark Kitchen, ce sont tous les restaurants qui sont présents sur les différentes plateformes. Et non, pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit une menace pour les restaurants traditionnels, car tout d'abord, la livraison permet de différencier leur activité. Donc, certes, si cette activité de livraison prend un trop gros pas par rapport à l'activité traditionnelle, c'est ingérable en termes de cuisine, en termes d'expérience client qui viennent manger et se restaurer dans le restaurant. C'est pas possible parce qu'il y a des livreurs avec des gros sacs, etc. Donc, c'est pour ça aussi que certains restaurants ont investi peut-être dans des locaux plus petits comme chez Popa Food pour pouvoir attaquer ce marché de la livraison.
Et l'expérience client, elle n'est pas est-ce que je vais au restaurant ou est-ce que je me fais livrer. Je ne pense pas que ce soit ça la réflexion derrière le consommateur. C'est plutôt est-ce que je cuisine ou est-ce que je me fais livrer. Donc non, je ne pense pas du tout que ce soit une menace pour la restauration traditionnelle, mais plutôt une évolution de la restauration avec toutes les évolutions digitales que notre monde connaît aujourd'hui. Il fallait bien que la restauration se réinvente également. Donc non, c'est une offre, selon moi, une offre complémentaire à de la restauration traditionnelle. Et notre culture française fait qu'on continuera à aller au restaurant, on continuera à aller boire le café, une bière avec des amis. Je ne pense pas du tout que ce soit une menace. Tu penses pas qu'il y a eu un changement d'habitude donc en 2020, on a été fortement impacté par le Covid. On a tous changé nos habitudes. On s'est fait livrer nos plats. On ne pouvait plus aller au restaurant pendant 7 mois. Est-ce que c'est pas un peu entrer dans nos habitudes, cette facilité de nous faire livrer plutôt que d'aller, nous, au restaurant? Est-ce que ça risque pas d'être encore ancré un petit moment? Alors, c'est sûr que cette crise de Covid a été un accélérateur pour la livraison, mais pas forcément que la livraison de repas, mais la livraison de manière générale, que ce soit de courses, de produits en ligne, etc. Et non, je ne pense pas, parce que l'expérience client est totalement différente de manger sur sa table du salon devant la télé ou d'aller dans un restaurant où la déco a été pensée, où il y a un service derrière avec des personnes humaines qui font partie de l'expérience client sur place. Il n'y a pas que ce qu'on mange. Il y a également la musique, le décor, la déco et le service à table qui, selon moi, sont irremplaçables et ne seront pas remplacés par les dark kitchens. Et ça, j'en suis persuadé. Très bien, merci. J'en profite pour poser une question aussi en parallèle un petit peu. On entend depuis le déconfinement, le dernier déconfinement, que c'est très difficile dans la restauration de recruter, que ce soit des serveurs, des chefs. Est-ce que vous pensez que pour un chef cuisinier, c'est plus simple de travailler dans une dark kitchen parce que moins de contraintes, moins de pression aussi peut-être. Et vous, alors je m'adresse surtout à Sophie et à Félix parce que c'est vous qui avez vraiment des entités de restaurants. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de recruter ces derniers temps? Terroir Club, vous ouvrez votre local bientôt. Vous cherchez un chef cuisinier. Félix, toi avec Foodie et aussi avec tes autres restaurants où tu travailles. Est-ce que vous pensez que ça a un impact aussi, la dark kitchen, et de manière plus générale, cette difficulté à recruter? Oui, donc c'est vrai que le monde de la restauration, en termes de recrutement, est vraiment en tension en ce moment, notamment en cuisine où il est très compliqué de recruter. Je ne pense pas que le phénomène de la dark kitchen ait accentué ça, mais plutôt la crise du Covid où les personnes se sont rendues compte que travailler le week-end, travailler le soir, c'était pas forcément agréable, qu'on pouvait se reconvertir et avoir un salaire peut-être un peu moindre ou équivalent avec des horaires un peu plus flexibles. Donc, oui, le recrutement est très compliqué, mais je pense pas que ce soit le phénomène de la dark kitchen qui accentue ceci. Pardon. Donc moi, je n'ai pas effectivement d'éléments de comparaison par rapport à avant la crise du Covid, puisque le projet n'existait pas, enfin en tout cas n'était pas aussi avancé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on constate qu'il y a une tension très forte sur le marché du recrutement en restauration. Nous, ce qu'on voit en échangeant avec les différents candidats qu'on a pu voir notamment, c'est qu'il y a aussi un attrait de certains candidats pour le modèle vraiment dark kitchen restauration rapide, parce que ça permet vraiment de cadrer peut-être davantage les horaires de travail. Ils sont moins liés justement au service en salle, à ce coup de feu là complémentaire qui peut être aussi contraignant. Donc il y a ces retours-là. Nous, c'est vrai que le projet en soi, avec vraiment ce travail sur les produits locaux, cet engagement locavore, ça plaît aussi à certains types de profils, donc on a cette chance-là. Mais en effet, le marché est sous tension. Mais ce n'est pas forcément lié effectivement au dark kitchen, c'est plus la crise du Covid et le fait qu'il y a eu, comme le disait Félix, beaucoup de reconversions. Et voilà, beaucoup de revendications aussi en termes de conditions de travail ou de salaire, etc., qui veulent être entendues aujourd'hui. Donc c'est un débat. Et voilà. Et pour rebondir juste sur le sujet, je pense que le problème il est quand même plus profond et que c'est un problème d'attrait aussi de la restauration où c'est des métiers qui sont très contraignants. Donc aujourd'hui, peut-être il faudrait redorer le blason de la restauration et attirer des jeunes à se former parce que la formation, c'est vrai que oui, on recrute des apprentis, on les forme,
mais c'est aussi compliqué d'en trouver. Et des personnes qui sont volontaires et qui ont envie d'apprendre, c'est compliqué. Donc peut-être faudrait aller un peu plus profondément que juste dire c'est peut-être la Dark Kitchen qui crée ces pénuries de cuisiniers. Moi, le phénomène que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui se mettent à leur compte aujourd'hui, en auto-entrepreneur, qui, pour développer une activité de chef à domicile en partie, mais aussi potentiellement des futurs clients pour toi chez Popa Food, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils ont une cuisine qu'ils aiment, alors ça peut être tout type de cuisine avec des produits locaux ou pas, et peut-être que justement, c'est pour ça que je faisais le lien avec la Dark Kitchen, ils veulent tester des concepts, des idées qu'ils ont. Ils n'ont pas forcément l'argent pour le développer, pour avoir leur propre restaurant, mais passer par un labo, passer par une Dark Kitchen comme Popa Food le propose, ça peut les motiver. Et donc ces chefs qui se lancent à leur compte sont des chefs en moins pour les restaurants qui sont déjà sur place. Donc c'est un phénomène qu'il faut regarder aussi de près, mais c'est une conséquence directe. Il y a un autre phénomène aussi dont on parle, enfin c'est pas un phénomène, c'est une tendance, c'est tout ce qui est RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qu'on voit se développer dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, et particulièrement dans l'agroalimentaire et la restauration. Sophie, peut-on aujourd'hui parler d'engagement responsable lorsqu'on est un restaurateur et qu'on travaille justement avec des plateformes telles que Deliveroo, Uber Eats, qui sont souvent décriées par leur méthode de faire travailler les livreurs alors qu'ils sont à leur propre compte, ils ne sont pas salariés et tout. Donc en effet, sur ce sujet-là de la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, nous, en tout cas avec Terroir Club, notre ambition et notre challenge qu'on s'est fixé, c'est vraiment démocratiser le locavorisme au travers des nouveaux usages, des nouvelles tendances de consommation. Et on avait surtout l'envie de vraiment faciliter, accélérer en fait l'accès des produits, enfin l'accès des consommateurs, un accès facilité aux produits locaux. Et faciliter cette démarche auprès du plus grand nombre. Donc pour cela, pour faciliter en fait, pour faire la liaison entre les petits producteurs, les bons produits de notre terroir et les consommateurs, il faut aller là où le marché est, enfin là où sont les consommateurs, là où il y a du potentiel et là où on va pouvoir vraiment pénétrer le marché avec notre offre. Et aujourd'hui, sur le sujet de la livraison, qui est le mode de distribution auquel vraiment on a pensé pour notre offre. Aujourd'hui, sur le marché de la livraison, 2 repas en France, il faut savoir que 7 personnes sur 10 commandent leur repas pour une livraison sur les plateformes, que ce soit Deliveroo, Uber et Just Eat. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que de toute façon, si on veut toucher les gens, les intéresser et les sensibiliser à ce qu'on fait au travers de la livraison, il fallait être présent sur ces plateformes, puisqu'elles sont plus que leaders sur le marché. Ce qu'on sait aussi, donc évidemment, c'est pas du tout parfait. Et on est tous bien informés des débats qu'il y a autour des conditions de travail, la précarité du statut des livreurs. Ce qu'on voit et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir des améliorations. Aujourd'hui, Just Eat, par exemple, a salarié tous ces livreurs en CDI, donc ça, c'est un bon progrès. On a vu en début d'année que la Cour suprême au Royaume-Uni avait condamné Uber pour potentiellement salariat déguisé. Donc il y a des gros sujets en cours qui peuvent avoir un effet boule de neige. On n'y est pas encore, mais on espère que ça va évoluer. En tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on ne peut pas changer les méthodes de travail des plateformes, on n'a pas encore ce pouvoir-là. Loin de là. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est faciliter, en fait, donner aux consommateurs l'opportunité de consommer nos produits comme ils le souhaitent. Et c'est pour ça que, en fait, nous, nos différentes offres, nos différentes marques vont être disponibles effectivement sur les apps de livraison, mais aussi sur notre site web, en direct, notamment donc soit en click and collect pour venir à emporter, soit en livraison. Et donc, on est effectivement en partenariat avec Appli-Colis. L'idée, ce serait de mettre en place la livraison via Appli-Colis pour les personnes qui commandent depuis notre site web. Donc là, c'est effectivement faire la promotion d'une livraison beaucoup plus responsable, puisqu'Appli-Colis salarie et c'est en CDI, c'est très éco-responsable, donc ça nous convient beaucoup plus, évidemment. Et ce qu'on souhaite faire surtout, c'est inciter
les clients à consommer sur notre site web. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est de mettre en place des actions de communication dédiées pour ceux qui commanderaient sur les plateformes, pour les inciter à commander la prochaine fois sur nos sites web. Donc l'intérêt, c'est de mettre en place des tarifs un peu plus attractifs sur nos sites web aussi. Et puis, puisque finalement, lorsqu'ils commandent sur nos sites web, on a accès directement à leurs données, ce qui n'est pas le cas via les apps. On ne sait pas exactement qui commande chez nous. L'idée, c'est de pouvoir créer vraiment du lien avec les clients, de créer un programme de fidélité qui leur donne envie de recommander plus tard via notre site web et donc de favoriser les modes de livraison plus responsables. Donc voilà, ma réponse est, je sais qu'on ne pourra pas être parfait puisqu'on n'a pas le pouvoir sur ça. En revanche, c'est donner le choix aux consos de faire comme ils le souhaitent et notamment de choisir des alternatives qui sont plus cohérentes avec ses convictions. Merci Sophie. Alors, en termes de RSE, là où il y a une boîte qui est pas loin de la perfection, c'est Applicoli, une société coopérative qui a salarié tous ses livreurs. Néanmoins, je vais revenir sur un constat que je disais tout à l'heure. Au début de la livraison, on a vu Deliveroo et Foodora qui se sont battus sur le marché de la livraison, et Foodora, au bout d'un an et demi, n'a plus existé. Alors, ma question à Vincent, c'est est-ce que le marché de la livraison à vélo, est-ce que ça a un avenir réel de faire tout en vélo? Et de manière plus générale, quel est selon toi l'avenir de la logistique urbaine? Alors tout faire à vélo, en tant que cyclo-logisticien, je répondrais oui. Jusqu'à 300 kg, on peut faire beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'il faut aussi resituer le contexte en fonction aussi de la situation géographique, par exemple des restaurants ou des dark kitchens. C'est sûr que dans Toulouse, je pense que le vélo, c'est le mode de transport le plus adapté, le plus rapide, comparé aux véhicules motorisés. Puisque on a beaucoup de rues aussi, par exemple sur Toulouse, où on peut venir dans l'autre sens à vélo, parce qu'on ne peut pas justement en véhicule motorisé. Donc là aussi, on va gagner du temps. Après, c'est sûr que dans des régions plus rurales, faire des livraisons à vélo, c'est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, il y a quand même d'autres modes de transport écologiques, avec des scooters électriques, des véhicules électriques ou au gaz naturel. On a d'ailleurs, nous aussi, une flotte de véhicules au gaz naturel pour couvrir les villes extérieures, les très gros volumes. Et c'est adapter son mode de transport à justement aux produits. Sur tout ce qui est restauration, c'est la même chose. Comme je disais, en ville, le vélo, c'est ce qui va être le meilleur mode de transport. Et après, on voit aussi que peut-être il y a d'autres tendances avec des livraisons aussi groupées qui sont avec des volumes plus importants, où là, en fonction de la distance, en fonction des volumes, ça peut être un vélo cargo, mais également un véhicule petit utilitaire qui peut être utilisé. Et forcément, si vous livrez 10 ou 15 plats d'un coup, la rentabilité aussi impacte le prix ça impacte le prix du transport, et donc ce sera aussi adapté un autre type de véhicule que le vélo. Après, sur l'avenir de la logistique urbaine, c'est vrai qu'avec les ZFE, donc les zones à faible émission qui arrivent, avec justement où on restreint les véhicules thermiques en centre-ville, la cyclo-logistique a toute sa place. Et comme je le disais, jusqu'à 300 kg avec des remorques qu'on peut transporter. Donc pour les particuliers, déjà, ça couvre pas mal de livraisons là-dessus. Et pour les professionnels, en partie. Pas tout. C'est sûr que livrer 3-4 palettes en vélo ou en cyclo-logistique, c'est compliqué. On va jusqu'à une palette et demie. Voilà. Mais on voit aussi que c'est une tendance, et que ces dernières années aussi, avec le confinement, le vélo a été développé, des pistes cyclables également, et les politiques publiques commencent vraiment à prendre conscience aussi de la cyclo-logistique et de l'avenir du vélo comme mode de déplacement aussi pour les particuliers. Et on voit que il y a beaucoup de choses qui se construisent en ce moment, donc c'est plutôt une bonne tendance. Et je dirais que oui, il faut que la cyclo-logistique soit l'avenir de la logistique urbaine, en grande partie pour une majorité des livraisons. Tout à l'heure, on parlait des commissions qui étaient imposées aux restaurateurs, des commissions qui étaient imposées aux restaurateurs, donc aux alentours de 30%, par les plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo. Est-ce qu'à ton avis, ce sont des commissions qui sont trop élevées par rapport aux services fournis? Est-ce que c'est quelque chose qui va aller en faveur du restaurateur, où il va avoir une compétition et ça va baisser?
ou inversement? Alors c'est sûr que pour le restaurateur, 30% c'est énorme. Après, il faut voir aussi les coûts derrière et se poser la question de la rentabilité aussi de ces plateformes. Il faut savoir que la plupart des plateformes ne sont pas rentables aujourd'hui. La majorité des budgets sont pour le marketing aussi, puisque plus il y a d'acteurs, plus il va falloir aussi communiquer pour toucher les clients. Et ça va être aussi la force commerciale d'une plateforme qui va justement lui permettre de rester en place sur le marché. C'est pour ça qu'on a vu un certain nombre d'acteurs qui, justement, au fil des années, se crachent et ferment. Pour certaines plateformes, c'est justement la loi de voilà, il en restera qu'un qui va survivre et qui aura le monopole, qui aura le volume et qui trouvera sa rentabilité à ce moment-là. Je pense qu'il faut aussi essayer des modèles hybrides, comme le dit Sophie, avec les plateformes. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. En tant que restaurateur, ça amène du volume, on peut dire ce qu'on veut, et notamment quand on se lance, c'est compliqué d'être visible. Ça met beaucoup de temps avant d'avoir des clients fidèles. Tout simplement. Donc il faut aussi essayer différents modèles. Voilà, être sur les plateformes, mais aussi proposer une alternative avec de la livraison en propre, en ayant ses propres salariés livreurs, ou en passant justement en marque blanche, en sous-traitance de ce service de livraison, pour pouvoir proposer une alternative aux clients. Et avec, comme on le disait, une différenciation sur la qualité de la livraison, sur la responsabilité derrière, le côté social, le côté écologique. Voilà, puisque toutes les plateformes ne jouent pas forcément le jeu. Côté écologique, on voit beaucoup de livreurs venir en scooter motorisé thermique classique, en voiture également, et ce qui est un peu une absurdité, on va dire, puisque c'est vraiment dommage, mais on voit aussi que c'est derrière les conditions qui sont imposées, qui montrent aussi la précarité de la situation des livreurs. Donc on est dans une bonne tendance avec des plateformes comme Just Eat qui salarient leurs livreurs. Donc je pense qu'on est aussi sur le bon chemin de ce côté-là. Et il faut continuer à développer de toute façon ces différents canaux, en fait, ces différents modes de livraison. Super, merci. Félix, j'ai une autre question à te poser. Tout à l'heure, on parlait de toutes tes marques que tu as sur Foodie. On parlait aussi de la restauration traditionnelle. Tu es donc directeur aussi de la compagnie française qui est du semi-gastro, si je peux... bistronomie, on va dire, plutôt. Une trattoria italienne. Ouais. Mais ma question, c'est sur les plateformes, sur ta plateforme Foodie, il n'y a pas vraiment de marque justement autour de la gastronomie ou bistronomie comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas la place pour ce type de cuisine sur la livraison? Si, je pense qu'il y a tout à fait de la place sur les plateformes de livraison, mais comme le disait Sophie tout à l'heure, le métier de restaurant virtuel, c'est aussi savoir croiser les produits entre les différentes marques. Donc c'est vrai que créer une marque gastronomique ou semi-gastronomique, ça demande énormément de travail, ça demande des compétences que certains de nos cuisiniers n'ont pas, parce qu'aujourd'hui, on a essentiellement des marques de fast-food. Donc ça demande toute une autre réflexion qui aujourd'hui n'est pas la nôtre. Donc cela ne veut pas dire que ce n'est pas un créneau qu'on utilisera peut-être dans le futur, mais en tout cas sur les 10 marques que nous avons aujourd'hui, c'était pas le but d'avoir des restaurants gastronomiques, semi-gastronomiques. Voilà, on voulait plutôt rester sur le créneau de la fast-food. Et aussi montrer qu'on peut faire du fast-food, mais de qualité, donc du fast-good, avec des produits que l'on utilise, qui sont des produits locavores, des produits qui viennent de la région, et pas forcément que du McDo ou du KFC, etc. Donc aussi être capable de proposer des produits de qualité dans une offre fast-food. Et de manière générale, même je parle de Foodie, mais si je vais sur Uber Eats, Deliveroo, je vois peu de restauration traditionnelle. Comment on l'explique? C'est vraiment, les gens ne veulent pas se faire livrer, je sais pas moi, un steak frites qu'on va manger, parce que sur toutes les cartes d'un restaurant, on trouve du steak frites. Par contre, sur Uber Eats, Deliveroo, on ne trouve pas de steak frites. La première contrainte, c'est déjà la livraison, c'est-à-dire que tous les plats ne sont pas transportables par un livreur qui fait pas forcément toujours attention, parce qu'il y a des trottoirs, il y a des dodanes, etc. Donc la première chose, c'est ça. Après, il y a le temps de livraison aussi qui compte. Donc, les produits refroidissent. Donc, c'est pas toujours agréable. Après, il y a la possibilité de créer des produits qui sont déjà pré-cuits et donc de les faire réchauffer chez soi. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire?
je ne sais pas si le client a envie après de remettre au four ou juste de consommer directement. Et il y a aussi cette notion de, on se fait livrer, dimanche soir, on a envie de nourriture réconfortante, donc que ce soit un burger, une pizza, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui va être peut-être un petit peu plus gras, qu'on peut manger avec les doigts. Donc il y a aussi cette notion de réconfort dans la livraison et dans le fast-food. Super, merci. Alors j'ai une question pour Eric. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, particulier, de faire une dark kitchen chez moi? D'acheter des plats picards congelés et de me mettre sur Uber Eats et de le vendre. Alors je rigole, mais ça s'est passé vraiment à Paris. Il y a eu un étudiant qui a acheté des plats congelés et qui les revendait sur Uber Eats. Bon, il s'est fait choper, donc à part la loi, c'est vrai que c'est interdit. Mais concrètement, qu'est-ce qui, pourquoi, enfin, est-ce que ça serait possible de le faire? J'ai répondu à la question, en fait, c'est tout simplement la loi. Je me rends compte, donc c'est une question un peu où il n'y a pas de réponse, c'est la loi. Mais concrètement, de manière plus générale, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux construire des dark kitchens comme tu le fais plutôt que des restaurants? Alors, qu'est-ce qui empêche quelqu'un, déjà, je reviens sur le début, de faire une dark kitchen chez lui? Physiquement, rien, quoi. C'est-à-dire que si tu veux faire ta dark kitchen chez toi, tu peux. Par contre, on va te demander est-ce que tu as ta formation HACCP, d'hygiène, etc. Est-ce que tu t'es déclaré en tant qu'activité de restauration? Tu vas avoir des contrôles d'hygiène, hein, tu vas avoir des contrôles de réglementation. Donc, bon, je ne suis pas sûr qu'une cuisine dans son appartement soit tout à fait adaptée d'un point de vue professionnel et hygiénique pour faire de la cuisine. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc ça, c'est un premier frein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut envoyer le rush là, entre midi et 14h, qu'il faut envoyer 100 repas, il ne faut pas bricoler, quoi. Il faut être dans des conditions professionnelles, des cuisines optimisées, des emplacements de travail, presque des choses déjà toutes prêtes pour pouvoir envoyer concrètement. Et donc, si on fait ça chez soi, c'est sûr que bon, ça va être pas forcément très durable. Donc ça, c'est un premier point. Donc la réglementation et puis le côté opérationnel des choses et l'hygiène et puis tout ce qui est sécurité aussi, incendie, etc. Il y a un nombre de réglementations à respecter qui est impressionnant dans la restauration. Hein. C'est pour ça que c'est lourd aussi d'ouvrir un restaurant avec toutes les contraintes de sécurité qu'il peut y avoir et de réglementation qu'il peut y avoir. Le deuxième point, c'était... Non, est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'ouvrir une dark kitchen ou un restaurant? Pardon. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'ouvrir une dark kitchen, donc un simple labo, ou un restaurant? Déjà en termes d'investissement, voilà, tu ouvres un restaurant, il faut prendre en compte la salle, le mobilier de la salle, la logistique entre la salle et la cuisine, l'accueil, la caisse, ensuite la partie qui va faire le service, donc toute la partie personnelle. Donc bon, ensuite tu cherches un restaurant, un local de restaurant. Bon, mais à un moment donné, si tu veux être bien placé, on va te demander de payer un bail. C'est un vieux concept, vieux comme le monde, un bail commercial pour être capable d'exploiter à cet endroit. Donc là, tu n'as pas encore commencé, que déjà, tu dois investir, tu dois faire des investissements colossaux pour démarrer. Et ensuite, une fois que tu as fait ces investissements, derrière, il faut exploiter. Donc tu as forcément un loyer à payer pour le local. Et puis après, tu as tous les frais afférents à une activité, les frais de personnel, et tout ce qui va être les frais d'électricité, d'eau, etc. Plus la maintenance du matériel, qui quand il est sollicité peut avoir quelques petits soucis dans le temps. Voilà, donc. Et la dark kitchen, voilà, déjà la partie toute la salle, tu n'as pas d'investissement là-dessus. Tu peux travailler sur des locaux beaucoup plus petits. Nous, ça va de 13 mètres carrés à 21 mètres carrés. Donc, parce qu'on se concentre sur le cœur de métier, c'est quoi? C'est cuisiner. Tout le reste, tu poses le paquet sur une étagère, il y a quelqu'un qui le prend, et après, toi, tu passes au plat d'après, quoi. C'est ça la différence, c'est que vraiment là, tu te focalises. Et tout à l'heure, Félix, il disait, on ne peut pas mélanger les canaux, j'ai envie de dire, de distribution dans un restaurant.
Imaginez, vous avez des livreurs qui rentrent avec leur sac dans un restaurant avec une salle. L'expérience utilisateur de celui qui est assis en salle, elle est foutue. Et j'ai envie de dire, même l'expérience de celui du livreur, elle est vraiment pas bonne non plus. Donc, à un moment, il faut arriver à bien cloisonner les façons de consommer. Et juste pour rebondir tout à l'heure, on parlait du risque. Est-ce que les dark kitchens peuvent impacter l'avenir de la restauration traditionnelle ? Tu disais non, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut que les restaurateurs prennent conscience qu'aujourd'hui, on ne pourra pas être au milieu, on ne pourra pas être moyen, c'est-à-dire on ne pourra pas avoir un restaurant traditionnel avec une expérience moyenne, avec une qualité moyenne, une qualité de service moyenne. Ça, c'est fini, on ne voudra plus ça. C'est soit on voudra être chez soi, dans son salon, avec son plat de qualité, mais dans une expérience de salon chez soi, soit quand on ira au restaurant, on voudra qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un service, qu'il y ait une expérience, qu'il y ait une ambiance, C'est ça. Je pense que là, on est vraiment dans une période où on sent bien cet écart. Et tout ce qui sera au milieu, j'ai pas de nom en particulier, mais je pense que voilà, on prend conscience que vraiment le côté qualité moyenne globale, l'expérience moyenne globale dans un restaurant traditionnel, aujourd'hui, elle aura plus de sens. On ira vraiment se faire plaisir chez soi ou dans un resto, quoi. Super, merci. Alors, je vais arrêter de vous poser des questions parce que le temps file et qu'on a déjà pas mal de questions en live et sûrement dans la salle aussi. Allez, je vais donner la priorité à aux personnes qui sont dans la salle. Bonjour, enchanté, merci en tout cas de tous ces arguments. J'aurais une question, je vais dire assez simple, non pas forcément simple. Déjà, vous apportez un service pour remettre la cuisine et le don du terroir en avant. Merci beaucoup. Ça permet d'avoir un petit peu plus de choix autres que, comme on a dit, les pizzas, les kebabs et autres. La force d'un restaurant, au début, c'était le service, le retour du client qui pouvait se le faire par les serveurs ou directement en cuisine parce que c'est autorisé en France. Vu que maintenant ils vont passer par des canaux de distribution différents qui, on comprend très bien l'argument, leur permet de moins investir, de tout porter sur les plats et la qualité et faire pousser, quelles sont, vous, les solutions que vous proposez pour le chef cuisinier qui, lui, je pense, sa plus grosse priorité après la qualité, c'est la restitution, justement. C'est de savoir que son plat a plu, c'est de savoir que l'assiette a été finie, c'est de savoir que la personne va lui demander qu'est-ce que je pourrais utiliser, manger d'autres, tester d'autres après parce que ça m'a plu. Et comment il fait aussi pour suivre la livraison sur laquelle il n'a pas la main en fin de compte. Ses serveurs, ses serveuses, il les connaissait. Les personnes qui vont livrer pour lui, il n'a pas la main et on sait que ce n'est pas la même qualité. Qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions numériques dans le service à la restauration pour continuer à mettre en avant en fin de compte le cuisinier en lui-même et non pas que la photo d'un plat en fin de compte? Donc moi je peux répondre en tout cas pour ma part. Nous quand on a conçu Foodie, on l'a conçu comme une boutique de quartier, donc à savoir comme il disait tout à l'heure, on a pignon sur rue, c'est-à-dire que le local est visible, les clients font du click and collect, le rayon de livraison certes est de 3 km, mais il y a quand même beaucoup de clients qui passent devant, qui s'arrêtent, qui discutent avec les cuisiniers en direct, donc chose qui n'est pas forcément possible dans un restaurant traditionnel. Donc il y a ce contact-là. Et après, évidemment, il y a toute la réinvention donc, numérique où les plateformes proposent des systèmes de notes donc, qui sont fair ou pas, parfois pas très fair-play parce que c'est la livraison, le restaurant reçoit une étoile parce que la livraison s'est mal passée, mais nous, on n'y est pour rien. Ou le plat est arrivé froid parce qu'il a eu une autre livraison entre-temps, donc on n'y est pour rien non plus, parce que quand le plat est parti de chez nous, il était chaud et à bonne température. Donc c'est vrai que ça demande une réelle réinvention. Après, on a la possibilité de communiquer avec les clients de manière différente, donc que ce soit avec des flyers, que ce soit avec de la communication numérique via les réseaux sociaux. On a une boîte mail aussi, on a un téléphone. Donc c'est sûr que c'est une communication qui est totalement différente avec un client qui est sur place. Et ça pardonne beaucoup moins parce que si on loupe quelque chose, ce qui arrive parce que nous sommes tous des êtres humains, donc l'erreur existe. Pour se rattraper, c'est beaucoup plus compliqué que dans un restaurant où on peut rattraper la cuisson d'un plat, on peut offrir un verre de vin, un café, peu importe. Donc c'est vrai que ça demande une gymnastique qui est différente d'un restaurant traditionnel.
Je rebondis sur ce que dit Félix chez Terroir Club. L'idée également, c'est nous, on a pris le parti de prendre pour business modèle de distribution la livraison. En revanche, tout comme Foodie, notre local va être situé en centre-ville. Il aura pignon sur rue. On est vraiment dans une volonté de transparence vis-à-vis de la cuisine, c'est-à-dire que les passants vont voir en fait les cuisiniers opérer, travailler. On a souhaité également mettre à disposition une terrasse. Donc, en fait, il ne sera pas possible de payer directement sur place de manière traditionnelle. En revanche, quand on prend à emporter et qu'on souhaite s'installer en terrasse, il y aura cette mise à disposition. Donc, on est vraiment sur un modèle hybride, à la fois business model Dark Kitchen, mais pour autant, on a cette volonté de transparence et finalement de mettre au cœur du projet aussi l'humain via justement cette localisation, cette configuration du local et la terrasse. Après, ce qui est très important pour nous, et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de collecter au maximum les feedbacks des clients, leurs retours clients. Et donc ça passe par la mise en place de technologies ou d'ouvrir les canaux de collecte sur nos différents, canaux d'expression qui sont soit sur les réseaux sociaux, le programme de fidélité, les commandes en direct sur notre site web, etc. pour que effectivement on puisse remonter l'information au mieux pour optimiser l'offre et les expériences clients en continu et bien sûr toutes nos marques. Alors j'ai une autre question en live de Géraldine qui demande, et qui sera plus pour Eric je pense, qui demande sur comment ça se passe concrètement le travail des restaurants, comment ils partagent une cuisine, les restaurateurs dans un même lieu, comment ils arrivent à travailler dans un même lieu. Et aussi, j'ai une autre question, on va la regrouper, de Géraldine, qui demande quel est l'avantage des Dark Kitchen par rapport aux labos containers qui se développent aussi et qui restent moins onéreux que l'investissement dans un local. Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions? Alors, comment ça se passe concrètement? Alors déjà, sur un site Popa Food, donc là par exemple à Toulouse, il y aura 12 cuisines. Ce sont des cuisines dédiées, donc chaque restaurateur a sa cuisine. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas une cuisine partagée, ce sont des box de cuisine dédiées. Donc chacun a son espace privé pour stocker, cuisiner, etc. avec une sécurisation. Donc l'objectif, c'est que le restaurateur, il est dans son box, il a tout à disposition pour travailler de manière optimisée, connectée, pour produire ses repas à emporter et à livrer. On met à disposition, nous aussi, toute une plateforme logicielle qui permet de créer l'offre de A à Z et de la diffuser sur notre canal de distribution Popa Food, sur des applications mobiles et des bornes qu'il y aura sur place. Il y aura une salle d'accueil avec des bornes pour commander sur place. Mais aussi, on a évidemment des connecteurs sur les plateformes existantes parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, la livraison, la place de marché, on ne peut pas tout de suite, on va dire... toc toc badaboum, on arrive, on révolutionne tout. Donc on s'appuie sur eux pour la partie livraison. Donc ça c'est la première partie. Est-ce que j'ai répondu, je pense, en partie. Les containers, oui, bah oui. Mais des containers en centre-ville, comment on fait? Je sais pas. Donc oui, alors effectivement, les dark kitchen, le modèle dark kitchen en ville est plus complexe à mettre en œuvre car des locaux souvent anciens, des riverains, un local qui doit avoir une destination de restauration, c'est clair. Donc c'est un petit peu plus complexe. Et puis trouver un local aussi disponible, c'est pas simple. Et après évidemment la partie faire des containers en périphérie, ça oui, on peut empiler. Mais effectivement c'est des modèles un petit peu différents avec des coûts évidemment. Un container tout prêt coûtera bien moins cher que voilà. Pour les containers, je crois que c'est le mine. Quand j'ai discuté avec la directrice Maguelone Pontier la dernière fois, elle me disait que justement le mine allait mettre des conteneurs, des labos conteneurs dans leur espace parce qu'il y avait une forte demande. Alors, je suis désolé, je dois rendre l'antenne, si je peux dire. Ça a toujours été un rêve de dire ça. On me dit en régie de rendre l'antenne. Après, ceux qui sont en salle, vous avez tout le temps d'échanger avec nos invités. Donc, merci à tous, à nos invités d'avoir participé à cette table ronde sur la Dark Kitchen. La prochaine table ronde, c'est à 10h45 sur l'anti-gaspillage. Les Français prennent conscience. Merci et à bientôt. Merci Marc.